si l'Île-de-France est plutôt préservée ces derniers jours par la délinquance, Marseille, qui est aussi une ville olympique pourtant, puisqu'il y a les épreuves de voile qui s'y déroulent, je le rappelle, est touchée pour ces problèmes de délinquance. Vers 23h samedi soir, un automobiliste a été percuté par 2 hommes à scooter qui lui ont volé sa montre de luxe. Eh bien, il a décidé donc de se faire justice lui-même, de les poursuivre, et l'un des passagers est décédé sur place. Plus d'explications avec Dounia Tengour. Je remercie beaucoup Régine Delfour qui est venue nous apporter les précisions. Le sujet de Dounia Tengour. La scène s'est déroulée en plein cœur de Marseille, dans le quartier touristique du Panier, aux alentours de 23h. Victime d'un vol à l'arraché, un automobiliste est soupçonné de s'être fait justice en renversant ces voleurs qui roulaient en scooter, comme nous l'explique Rudy Mana, porte-parole national d'Alliance Police. C'est un quartier où il y a beaucoup de gens le soir qui sortent dans les bars, dans les restaurants. Il s'avère qu'hier soir, il y a eu, semble-t-il, 2 individus qui en scooter ont dérobé une montre, alors certainement une montre de luxe à une personne. Elle a poursuivi les 2 individus en scooter, des jeunes individus, les a probablement percutés, faisant un mort et un blessé grave. Loin d'être marginal, le phénomène des vols à l'arraché semble prendre de l'ampleur dans la cité phocéenne, selon Rudy Mana. Un phénomène qui est assez répandu, le vol de montres de luxe à Marseille. On en voit très régulièrement, au moins 2 ou 3 par semaine. Et on a des individus qui, pour arracher la montre, qui coûte peut-être 20, 30, 40 000 euros, sont prêts à vous porter, à être extrêmement violents pour la saisir et pour la revendre derrière au marché noir. L'automobiliste est toujours recherché. L'enquête a quant à elle été confiée à la division de la criminalité territoriale. Pour l'heure, le parquet de Marseille n'a pas communiqué sur cette affaire. Jean-Michel Fauvergue, qu'on voit parfois où peut mener la délinquance, l'insécurité. Cet homme s'est dit on m'a volé. Alors, on est prudent sur les tenants et les aboutissants parce que déjà, il est en fuite et qu'on n'a pas tous les éléments de l'enquête. Mais en gros, ce que l'on comprend, on m'a volé, donc je vais récupérer ma montre moi-même, quel que soit le prix à payer. Oui, et vous avez raison de le dire, il faut être prudent. Je vois, il percute mortellement son agresseur. On ne sait pas s'il percute mortellement son agresseur ou si les 2 agresseurs en scooter sont tombés et que lui n'a pas pu maîtriser son véhicule et qui ensuite il s'est affolé, il est parti. Enfin, tout est possible et il faut attendre que l'enquête détermine exactement les circonstances de ces faits-là. Mais ce qui est exact et ce qui est réel, c'est que ces faits-là sont dus au fait que cet individu se fait arracher un bien, sa montre, et qu'il poursuit effectivement ces agresseurs-là. Alors, on n'interdit pas en France de se défendre ni de poursuivre ces agresseurs. La légitime défense est une chose, oui. L'autojustice en est une autre. Après, effectivement, il faut que les choses soient proportionnées, et c'est là où on verra si le bas blesse ou si le bas ne blesse pas. Mais cette criminalité-là fait qu'il y a des réponses. Quelquefois, certains ont des réponses, et que ces réponses-là sont des réponses exacerbées. Ensuite, c'est à la justice à régler ça. Il y a toujours des émotions contradictoires quand on parle d'un individu qui a voulu... Alors attendez, on me parle dans l'oreille en même temps, voilà. Il y a toujours un risque dans ces cas-là de se dire si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait ? Mais il y a un moment, il faut être clair face à la loi. Les gens dans ce pays, Vincent Roy, quoi qu'on en pense, quelle que soit l'émotion contradictoire qui peut nous animer au vu de telles informations, on est en France, la loi du talion, ça n'existe pas. Oui, alors évidemment, c'est une évidence, ça n'existe pas. Ce qui ne devrait pas exister, effectivement, c'est qu'on devrait pouvoir se promener tranquillement sans qu'on vous vole votre montre. Alors le cas est un peu spécifique, puisque en lisant la presse de près, a priori, il serait allé vers les individus qu'il avait bousculé, tout ça avec 1000 guillemets, et la première chose qu'il aurait faite, c'était de récupérer sa montre, sans prévenir les services de police qu'il y avait 2 personnes au tapis. C'est ce que j'ai lu dans la presse. Donc, il faut faire attention aussi. Voilà, il faut être très, très prudent sur cette question. Mais quand je disais tout à l'heure... Sur les éléments précis de l'affaire, on a bien compris qu'il nous manque beaucoup de choses. Mais ce que relève ce dossier, je trouve, pousse à une discussion et à des commentaires sur le fait qu'il y a des gens aujourd'hui... Alors, sur le profil de ce dossier, en l'occurrence, on va rester prudent, mais ce n'est pas la première fois qu'on évoque des gens qui décident par eux-mêmes d'aller régler leurs problèmes, et ils se disent tous la même chose, quel que soit leur degré de
délinquance ou le fait qu'ils aient zéro casier judiciaire, peu importe. Oui. Ils se disent, la police va pas intervenir, la justice va les relâcher, je vais régler ça moi-même, ce sera bien fait. Oui, parce qu'ils ont une chose sans doute dans la tête que moi je vais verbaliser d'une autre façon, mais je pense, puisque vous parliez tout à l'heure de la justice, parce que la police c'est bien beau, mais si derrière la justice, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, moi je crois qu'on vit toujours et de manière immanquable jusqu'à maintenant sous la jurisprudence Taubira. C'est-à-dire que on fait finalement, on n'a pas construit de places de prison. Vous évoquiez l'Espagne, vous disiez avec un PIB plus bas. Mais attention, l'Espagne a construit des prisons. Donc oui, mais c'est très différent. Donc là, on vit toujours sous la jurisprudence Taubira, qui a été reprise par Madame Belloubet, traduite aujourd'hui par Monsieur Dupond-Moretti, alors que tout le monde sait que ça n'est pas forcément la taille de la peine qui compte, mais c'est il faut la prononcer, l'immédiateté et surtout l'application. On sait que c'est ça qui joue. On sait que ce sont les deux éléments qui peuvent enrayer un certain nombre et la volonté politique, manifestement, n'y est pas. C'est pourquoi je vous dis, on vit toujours sous la jurisprudence Taubira. Et c'est, à mon avis, ça l'écueil. Gilles Mikhaïli qui voulait dire un mot, Jean-Christophe Couvi ensuite. Ça me fait penser au film L'Arnaque. Je pense que, vu le comportement de la victime, ils sont tombés sur un os. Oui. Ils ont probablement tombé Ils ont mal choisi leur victime, si je puis dire. Un montre à 40 000 €, les sang-froid, le fait qu'il récupère la montre, le fait qu'il part, qu'on n'arrive pas à le trouver, que la voiture est probablement déjà brûlée dans la garrigue, etc. Il semblerait que la voiture a été retrouvée brûlée. Oui, je regarde Jean-Christophe Couvi. Donc, à mon avis, ils ont fait... Ça sent délinquant contre délinquant, en fait. Ça sent, oui, c'est pas... Oui. Oui, pas très républicain. Ça y ressemble. Jean-Christophe, un commentaire. C'est vrai que face à une violence souvent insupportable, ce qui peut calmer, apaiser, éviter ou réguler ce désir de vengeance, c'est une justice implacable. Il y a un moment, tant que une partie de la population se dit « je ne peux pas compter sur la police parce qu'elle n'est pas là, parce qu'elle va mettre trop de temps à arriver, parce qu'on ne va pas retrouver mon fauteur de troubles », ou « je ne peux pas compter sur la justice puisqu'il y aura de la clémence », eh bien... on en sera là. C'est sûr. Effectivement, quand on voit que l'État, on se rend compte que l'État faiblit et que du coup, on a une attente terrible. En fait, tous les citoyens ont une attente de son État, de les protéger. C'est le contrat social de Rousseau, c'est-à-dire que je suis citoyen français, je paye des impôts, etc. Mais en échange, je veux une protection. Et quand on voit effectivement que la protection, elle n'est pas au niveau des attentes, un jour, oui, vous pouvez malheureusement passer la ligne rouge et nous, on est toujours là à chaque fois pour dire attention. Effectivement, dans un état de droit, on ne se fait pas justice soi-même, on vit sous la loi et c'est la loi justement qui permet d'avoir une société apaisée parce que la loi est là pour être juste. Et c'est Beccaria qui disait, d'ailleurs, ça date du XVIIIe siècle, c'est la certitude d'une peine, même modérée, fera toujours plus d'impression que la peur d'une autre, même plus terrible, mais qui serait inappliquée. Donc en fait, si vous êtes sûr que vous allez prendre une peine concomitante à votre acte, c'est la loi de cause à effet, entre guillemets, eh bien effectivement, ça va à un moment donné vous freiner. Si maintenant vous prenez des peines au bout de la 3e, 4e, 10e ou 15e action délinquante, effectivement vous dites, tiens, à un moment donné j'ai payé la TVA, mais je vais la payer dans quelques années, donc ça va, quoi. Au moins j'aurais profité avant. En fait, c'est vrai que alors, juste un petit mot avec Jérémy Stubbs qu'on n'a pas entendu sur ce sujet. C'est vrai qu'on a évoqué Southport et ces émeutes, et ces gens qui ont le sentiment d'un deux poids deux mesures dans la population, dans la façon dont la police et la justice règlent certaines affaires. Il y a encore une fois, il y a un effet miroir, il y a une forme de similitude, je trouve, entre ces différentes affaires, ce problème de confiance envers le pouvoir, envers le pouvoir, envers la police, envers la justice. C'est ce qui anime un peu ces deux affaires. Oui, tout à fait. À des échelles différentes, évidemment. Il y a une sorte de demande du citoyen de sécurité. Et il est prêt à se tourner vers n'importe qui. Et, prêt à faire n'importe quoi, parfois aussi. Oui. Le problème, quand on veut faire justice soi-même, c'est que les voleurs, les agresseurs appartiennent à des bandes. Et même si on réussit à se défendre, ils peuvent savoir où on vit. Et on a toute la force, non pas de la loi, mais de la criminalité contre soi. Donc, et de la mafia même parfois. Voilà, il y a des films qui glorifient le héros qui résiste, mais en réalité, c'est très, très, très dangereux. Il vaut mieux quand même se fier aux forces de l'ordre.
Et ça s'applique aussi, je dois le dire, en Angleterre, dans ces situations. Ces gens qui sont ultranationalistes, et on peut comprendre leur colère, mais ils ne sont pas en train de servir leur cause. Ils donnent un alibi parfait aux autorités. C'est vrai. Donc, la colère est mauvais conseiller, sauf quand on est, comme le disait Guy, un pro du milieu soi-même, etc. Il vaut mieux ne pas marcher sur ce terrain-là. Jean-Michel, c'est vrai que pour se recentrer sur la situation de Marseille, on a enchaîné les plans pour remettre Marseille à l'endroit. On n'observe aucun changement. Ou très peu. Alors, Marseille en grand, Jean-Christophe ne me contredira pas. Il y a eu énormément de travail de la part des policiers, des gendarmes et surtout des policiers, puisque Marseille c'est secteur police, et beaucoup d'arrestations, et en particulier beaucoup d'arrestations sur les crimes. Et là où vous coupez une tête, une autre repousse. Les crimes qui se sont commis. Alors la problématique, c'est effectivement de retrouver la paix publique. Mais pour retrouver la paix publique, il faut faire comme les JO. Il faut mettre. Mais à Marseille comme à Paris, durablement, vous mettez pas un policier mais bien sûr, partout. Mais il va falloir quand même mettre plus de bleu sur place, que ce soit du municipal, du policier. Et puis il faut aussi qu'il y ait, on vient d'en parler juste à l'instant, qu'il y ait cette réponse de la justice, parce qu'en fait, le bras armé d'un État, c'est pas la police, c'est pas la gendarmerie. Le bras armé d'un État, c'est la justice. Parce sans justice, tout part à volo. C'est ce qui se passe actuellement. Or, la justice en France, elle est un peu accaparée par des mentalités, je parle même pas des mentalités politiques qu'on connaît, hein. Elle est accaparée par des mentalités comme quoi la pénalité, ça serait pas quelque chose de bon, et c'est plutôt l'esprit de rédemption. Jurisprudence Taubira. Oui, et ça serait plus... Non, bien avant ça, c'est bien avant aussi. Hein. Oui, enfin là, ça marque quand même un tournant. Et donc, il faut un peu renverser la table de ce point de vue-là, et dire que la justice doit être... effectivement, il doit y avoir une peine immédiate, et peut-être reparler aussi des courtes peines, pour avoir une sanction. Et des peines planchées. Puisqu'on a Très vite, parce que je voudrais qu'on traite le sujet de la drogue également. Britannique à côté. Est-ce qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, quand on attaque un policier, quand on frappe un policier, est-ce qu'on va l'auteur va directement en prison, et les peines sont très très sévères, et c'est vraiment, j'allais dire, que le policier est sacralisé. Le bobby. En principe, sauf que, comme vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, trouver des déterrents qui marchent, très, très difficile. Très difficile. Donc en fait, c'est un mal qui touche toutes j'allais dire, les sociétés dites modernes et démocratiques. Quoi, parce qu'à un moment donné, le policier, le juge, c'est effectivement des personnes qui sont sacralisées, on ne doit pas y toucher. On évoquait ensemble, et on le fait depuis quelques instants, cette délinquance quasiment réduite à zéro à Paris et en Île-de-France, mais il y a une forme d'effet arbre qui cache la forêt. La situation dans le reste de la France inquiète. Je donnais quelques chiffres tout à l'heure. Sur l'usage des stupéfiants, par exemple, on a une baisse de 12% en Île-de-France ces dernières semaines, entre la première et la dernière semaine de juillet précisément, mais une augmentation de 2% sur le reste de l'ensemble du territoire. Alors, parmi ces chiffres, je ne sais pas s'il est comptabilisé ce nouveau phénomène, enfin qui n'est plus vraiment nouveau d'ailleurs, c'est la livraison de produits stupéfiants, des ventes qui sont extrêmement délicates à détecter. Les consommateurs n'ont aucun mal à passer commande via les réseaux sociaux. C'est un fléau pour les forces de l'ordre qui ont du mal à identifier les revendeurs. Phénomène donc en expansion, comme vous l'explique Raphaël Lazreg et Marie-Victoire Dieudonné. On les commande. Alors, avec du son, ce sera mieux. On va me dire en régie si on peut diffuser ce sujet dans un instant. Mais ce qu'on comprend bien, et on va le dire avec vous, Jean-Christophe Couvi, qui connaissait particulièrement le dossier. Comment ? Je fais pas le doublage. Non, vous ne ferez pas le doublage, mais vous allez faire mieux. C'est que vous allez nous décrire cette situation. C'est vrai que les dealers s'adaptent. Et à travers cette ubérisation des trafics, le trafic de drogue reste le problème numéro 1 de nos sociétés modernes. C'est ça la vérité. Alors, un dealer... Et la mère de toutes les violences et de toutes les délinquances. Mais oui, mais un dealer, c'est un commerçant. Désolé, c'est comme ça, c'est aussi cru. Donc, c'est un commerçant, il s'adapte au marché, il s'adapte à la situation.
Il sait qu'en ce moment, par exemple, Paris est verrouillé avec des forces de l'ordre de partout. Donc, en fait, il va chercher à les vendre ailleurs. Ou alors, c'est des personnes qui vont se déplacer sur d'autres points de deal. Ils ont vu qu'il y avait effectivement une offensive sur les points de deal avec les places nettes. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, OK, on va changer. Avec les réseaux sociaux, on va vous livrer dans tel et tel endroit, on fera un petit tour. Des fois, vous discutez avec des vrais Uber qui vous disent, mais moi, des fois, j'ai quelqu'un qui prend le Uber et je vois bien qu'à un moment donné, il s'arrête à certains points de la capitale et moi, je le vire parce que je comprends qu'en fait, il va dealer. Donc, en fait, si vous voulez, il s'adapte au marché. Il y a aussi des cartes de réduction, il y a des cartes de fidélité et il y a des vrais, j'allais dire, des vrais faux. C'est professionnalisé et calqué sur les entreprises légales. Oui, mais parce qu'en fait, ils sont tous off-bet. Et donc, enfin, je parle au moins dans le business. Bien sûr, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est de faire un maximum de fric très, très rapidement pour effectivement partir en retraite, j'allais dire, très rapidement aussi, et mettre du fric de côté. Et s'ils se font choper, comme je disais tout à l'heure, ils payent une partie de la TVA pour eux. S'ils font un peu de prison, mais vu ce qu'ils ont emmagasiné avant, tant pis, ça fait partie du deal. On a retrouvé le son sur le sujet. C'est une aubaine, surtout pour nos auditeurs d'Europe 1 qui n'avaient même pas l'image. Raphaël Lazreg, Marie-Victoire Dieudonné. Commander de la drogue comme on commande un burger ou une pizza. En France, les réseaux de trafiquants livrent désormais à domicile. Sur des applications comme WhatsApp ou Telegram, le client passe sa commande et précise son adresse. Il est livré dans l'heure qui suit. Rien de plus simple, selon l'avocat Adrien Gabot, spécialiste des affaires de trafic de stupéfiants. Ce n'est plus l'acheteur qui va vers le vendeur, c'est l'inverse. C'est le vendeur qui démarche les acheteurs via un certain nombre de messageries cryptées que nous connaissons tous. Il y a une nouvelle clientèle, une clientèle qui, de prime abord, n'avait pas envie d'aller dans la rue ou dans des cités pour acheter sa consommation. Marketing, promotion, les dealers innovent pour attirer de plus en plus de jeunes consommateurs. Le cannabis, la cocaïne deviennent accessibles en quelques clics. Des réseaux très difficiles à démanteler, car très difficiles de remonter jusqu'aux vendeurs, d'après Bruno Bartocchetti, secrétaire national Unité Zone Sud. C'est très difficile de remonter sur ces réseaux sociaux jusqu'aux revendeurs. Et c'est pour cette raison que c'est très simple pour eux de contacter le consommateur et inversement. Voilà, sans être inquiété. Et ensuite, le marché se fait. D'ailleurs, une étude sérieuse a démontré qu'il y avait toujours autant de consommateurs alors qu'on a traqué les points de deal à travers les places nettes, à travers des interpellations. Et pour autant, il y a toujours cette circulation qui existe. Les vendeurs risquent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Oui. Jean-Michel Fauvergue, qui peut, pardon de le dire aussi cyniquement, mais qui peut imaginer qu'on peut encore mettre fin au trafic de drogue dans ce pays ? Mais on peut alors mettre fin au trafic de drogue. Si on n'avait pas 17 millions de consommateurs pas usuels, il y a à peu près 4 à 5 millions de consommateurs usuels et 17 millions de personnes qui ont déjà tâté du produit, peut-être qu'on n'en serait pas là non plus. On est un des pays les plus gros consommateurs de l'Europe, il faut le savoir. Mais mettre fin de manière brusque, non, c'est pas le produit qu'il faut chasser. Parce qu'on n'y arrivera pas. Ce qu'il faut chasser... Donc c'est les consommateurs qu'il faut chasser. Non, c'est les trafiquants qu'il faut chasser. Et ça fait un moment qu'on essaye. Les trafiquants sur la voie publique en particulier. Et cette ubérisation-là, en réalité, c'est effectivement, c'est immoral, on continue le commerce, tout ça a été décrit par Jean-Christophe de manière parfaite. Mais le fait de faire en sorte que les trafiquants disparaissent de la voie publique. Un trafic de stupes sur un deal de voie publique, ça crée de la violence et ça nous draine à peu près entre 40 et 60% de la criminalité de terrain. Si ça disparaît de la voie publique, c'est déjà une bonne chose. Alors moralement, non, c'est vrai, et le trafic existe toujours. Mais ça, c'est peut-être une première étape. Il faudra voir ce qu'on fait après. Le trafiquant, d'abord, oui, une remarque sur les opérations place nette. Jusqu'à maintenant, il me semble bien que les résultats soient flous. Premier point. Deuxième point, pour ce qui est de la manière qu'on a de prendre à bras-le-corps le trafic, certes, les trafiquants, mais il faut, je crois, à égalité, traiter des trafiquants et des consommateurs. C'est-à-dire que pour l'instant, je vois qu'on est quand même assez obnubilé par les trafiquants. À bon droit, d'ailleurs. Mais ça suffit pas. On ne fait que 50% du chemin. Alors là, il faudrait d'ailleurs se mettre d'accord sur le pourcentage. Mais je pense qu'il faudrait comprendre pourquoi on a 17 millions de consommateurs dans ce pays,
4 à 5 millions de consommateurs extrêmement actifs, et puis le reste, ils ont déjà tâté du produit, comme vous le disiez à l'instant, mais il faut comprendre ce qui se passe dans ce pays et pourquoi on a autant de consommateurs, pourquoi, grosso modo, on a 17 millions de personnes qui vont mal. C'est ça le problème. Le vrai problème, il est là. Si vous avez beaucoup moins de consommateurs, le trafic a moins de raisons de s'installer. Et le commerce dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire vous disiez ce sont des vendeurs. Vous savez, le vendeur qui n'a pas de clients, il arrête son commerce, il fait faillite. Je me permets de revenir, alors qu'il nous reste seulement 30 secondes, sur cette affaire de Marseille, parce que des informations communiquées par le parquet de Marseille, donc cette fameuse affaire de vol qui aurait viré au drame suite au fait que la victime a souhaité se venger. Je lis avec vous le communiqué du procureur qui est tombé il y a quelques instants. Le 3 août à 23h10, un véhicule, je ne vais pas donner la marque, percutait volontairement de manière très violente après une course-poursuite un scooter monté par 2 individus qui venait de dérober avec violence la montre du conducteur. Suite au choc, le conducteur et le passager du scooter étaient violemment projetés au sol. Le pilote de la voiture descendait de son véhicule, fouillait les 2 victimes gisant au sol, récupérait un objet pouvant être la montre dérobée. Il laissait sur place sa passagère, sans se soucier des 2 victimes au sol, prenait la fuite à pied. C'est un petit peu long, donc je choisis les différents passages. Le passager du scooter, identifié comme étant mineur étranger isolé, était hospitalisé avec un pronostic vital toujours engagé. Voilà, c'est en train de se vérifier. En effet, c'est bien le conducteur de cette voiture qui semble, et qui est toujours en fuite, qui semble avoir voulu se faire justice lui-même. Malheureusement, on n'a pas le temps de commenter cette dernière information puisque le temps file. Je vous remercie tous les 5 d'avoir participé à cette émission.